3 femmes ont disparu dans les forêts et les montagnes de l'État de Washington sur une période de 15 ans. L'une d'elles n'a jamais été retrouvée. Ni corps, ni chien, ni aucun objet personnel. La deuxième a disparu près de son SUV, verrouillé en plein jour dans un parc national. La troisième a été retrouvée 7 mois plus tard sous la neige près du mont Rainier, dans un endroit où elle n'aurait pas dû se trouver, avec des os éparpillés et des marques de dents d'animaux. Aucun de ces décès n'a été élucidé. Que cachent les forêts du nord-ouest du Pacifique? Et pourquoi le mont Rainier refuse-t-il de rendre ses morts? En juillet 1980, le comté de Pierce, dans l'État de Washington, a connu un temps humide et pluvieux. En plein été, le nord-ouest du Pacifique offre généralement un climat doux, avec peu de précipitations, mais cet été-là, des fronts atmosphériques océaniques ont apporté des pluies périodiques qui ont transformé les sentiers forestiers en boue et l'air en une masse dense et humide, où les sons étaient étouffés et la visibilité entre les arbres réduite à quelques dizaines de mètres. Ellen Robertson, une femme d'âge moyen, originaire de la banlieue de Tacoma, partit seule en randonnée avec son chien, un berger allemand nommé Rex, dans une partie reculée de la forêt nationale du comté de Pierce. Ellen n'était pas une randonneuse professionnelle, mais elle se rendait régulièrement dans la nature, préférant les sentiers tranquilles et peu fréquentés, où elle pouvait passer un jour ou deux dans une relative solitude. Rex l'accompagnait dans toutes ses randonnées, un grand chien dressé qui lui servait à la fois de compagnon et de protecteur. La date exacte de son départ n'est pas mentionnée dans les documents qui ont survécu, mais c'était probablement l'un des jours pluvieux de la mi-juillet. Ellen a installé son campement quelque part au fond de la forêt, loin des principales zones touristiques. Le campement était vraisemblablement situé à quelques kilomètres de la route forestière la plus proche, dans une zone de forêt dense d'épicéas et de sapins, avec un sous-bois épais de fougères et de mousses. Ce soir-là, un groupe de touristes qui se trouvait également dans la région a croisé Ellen sur l'un des sentiers. Ce fut une rencontre fortuite. Leur campement se trouvait à environ 1,5 km de son campement présumé. Les témoins ont ensuite décrit Ellen comme étant bouleversée et désorientée. Elle parlait de manière incohérente, demandait comment rejoindre la route, disait avoir entendu des bruits étranges près de son campement et se sentait mal à l'aise. Rex était avec elle, mais le chien se comportait également de manière inhabituelle. Il restait près de sa maîtresse et grognait plusieurs fois en direction de la forêt sans raison apparente. Les touristes ont proposé à Ellen de rester avec eux jusqu'au matin ou au moins d'attendre que la pluie cesse, mais elle a refusé. Selon eux, elle a dit qu'elle devait retourner à son campement, récupérer ses affaires et partir dès que possible. Elle était anxieuse, mais pas paniquée. Les témoins n'ont pas estimé que la situation nécessitait une intervention immédiate ou un accompagnement. Ellen a fait demi-tour et a repris le chemin par lequel elle était venue, disparaissant dans le crépuscule et la pluie fine. Rex l'a suivie. C'est la dernière fois que quelqu'un a vu Ellen Robertson vivante, lorsque Ellen n'est pas rentrée chez elle et n'a pas donné de nouvelles quelques jours plus tard. Il n'y avait pas de service téléphonique dans la forêt et les téléphones portables n'étaient pas encore très répandus. Sa famille a contacté le shérif du comté de Pierce. Une opération de recherche et de sauvetage a été organisée. Les randonneurs qui avaient rencontré Ellen ont rapporté leur rencontre et indiqué l'emplacement et l'heure approximatif. Cela a servi de point de départ pour les recherches. Les équipes de recherche ont ratissé la forêt pendant plusieurs semaines, gênées chaque jour par des pluies intermittentes. Ces averses ont effacé les traces, perturbé le flair des chiens et réduit la visibilité. L'emplacement présumé du campement d'Ellen
n'a jamais été déterminée avec précision. Aucune tente, aucun sac à dos, ni aucun équipement qu'elle transportait n'a été retrouvé parmi les arbres, et aucune trace de ses vêtements ou de ses effets personnels n'a été découverte. Personne n'a été retrouvé non plus, ni humain, ni chien. Rex, un grand berger allemand, a également disparu sans laisser de traces. Habituellement, si une personne meurt dans la forêt et que le chien survit, l'animal retourne vers les gens ou est retrouvé à côté du corps de son maître, refusant de quitter les lieux. La disparition simultanée de la personne et du chien était inhabituelle. Les chiens de recherche amenés pour l'opération n'ont pas réussi à détecter d'odeurs cohérentes. La pluie avait effacé la plupart des odeurs, et la végétation dense combinée d'au sol humide n'avait pas permis de conserver des empreintes claires. Parfois, les chiens s'intéressaient à certaines zones de la forêt, mais ils n'ont jamais conduit les chercheurs vers un endroit précis. L'absence de point de départ précis ajoutait au mystère. Les touristes savaient où ils avaient rencontré Hélène, mais la direction qu'elle avait prise ensuite restait inconnue. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer ce qui s'était passé. L'une d'elles suggérait qu'Hélène s'était perdue dans la forêt pluviale, avait perdu ses repères et était morte d'hypothermie quelque part dans une zone reculée où son corps n'avait pas été retrouvé par les équipes de recherche. Les forêts du comté de Pierce sont vastes, avec de nombreux ravins, des zones marécageuses et des fourrés denses où un corps pourrait rester caché pendant des années. La deuxième théorie envisageait la possibilité d'une attaque par un grand prédateur. Des ours noirs et des cougars habitent la région, et tous deux peuvent constituer une menace pour les humains dans certaines circonstances. Cependant, les attaques d'ours ou de cougars laissent généralement des traces, équipements éparpillés, sang, restes de vêtements, restes partiels. L'absence totale d'indices rendait cette version moins convaincante. De plus, la présence d'un grand chien effraie généralement les prédateurs plutôt que de les inciter à attaquer. Une troisième version, exprimée de manière non officielle, suggérait la possibilité d'un crime. Une rencontre avec quelqu'un dans la forêt, un conflit, des violences et la dissimulation du corps. Cependant, l'absence de mobile, de témoins ou de preuves rendait cette version purement hypothétique. Les touristes qui ont rencontré Hélène n'ont mentionné aucune autre personne dans les environs. Les bruits étranges dont Hélène a parlé aux touristes sont restés indéterminés. Elle n'a pas décrit exactement ce qu'elle avait entendu. Des voix, des grognements, des bruits de pas, le craquement des branches. La forêt est pleine de bruit, surtout la nuit et pendant la pluie. Le vent dans les cimes des arbres, les branches qui tombent, les animaux dans les sous-bois et le bruit de l'eau dans les ruisseaux. Pour un citadin peu habitué au bruit nocturne de la forêt, beaucoup de choses peuvent te sembler inquiétantes. Mais les touristes expérimentés font généralement la distinction entre les bruits normaux et ceux qui sont vraiment inhabituels. Le comportement agité de Rex a également soulevé des questions. Les chiens réagissent à des odeurs et à des sons qui échappent à la perception humaine. Grogner vers la forêt sans raison apparente pourrait indiquer la présence d'un animal ou d'une personne à proximité. Mais ni les randonneurs ni Hélène n'ont vu quoi que ce soit qui puisse expliquer la réaction du chien. Le cas d'Elaine Robertson a été classé comme une disparition dans des circonstances inexpliquées. Elle est officiellement portée disparue depuis juillet 1980. Personne n'a été retrouvé et la cause de sa disparition reste inconnue. L'affaire reste ouverte, bien que les recherches actives aient été interrompues après plusieurs semaines de travail infructueux. Plus de 45 ans plus tard, le cas d'Elaine Robertson continue d'être discuté parmi ceux qui étudient l'histoire des disparitions non résolues dans le nord-ouest du Pacifique. L'absence totale de traces, pas de corps, pas de vêtements, pas d'équipement, pas de chien,
donne l'impression que la forêt pluviale les a véritablement engloutis, ne laissant aucun indice à ceux qui ont tenté de comprendre ce qui s'est passé ce soir de juillet 1980. Les touristes qui ont vu Elan pour la dernière fois se sont souvenus de cette rencontre pendant des décennies, avec un sentiment de culpabilité et d'anxiété. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser qu'ils auraient dû insister pour qu'elle reste avec eux, ou, au moins, la raccompagner au campement. Mais à l'époque, la situation ne semblait pas critique. Une femme bouleversée qui retournait à son campement par un soir pluvieux. Rien ne laissait présager qu'en quelques minutes, elle disparaîtrait à jamais, devenant l'un de ces cas où la forêt ne livre pas ses secrets. Le cas d'Elaine Robertson n'était qu'un début. Ce ne serait pas la dernière disparition à laisser les enquêteurs perplexes dans les forêts de Washington. 15 ans plus tard, une autre affaire mystérieuse dans les montagnes rappellerait de manière sinistre que la nature sauvage peut emporter des personnes tout aussi soudainement et complètement, laissant à nouveau sans réponse ceux qui les recherchent. Le 18 juillet 1995, vers 17h, des visiteurs et des gardes forestiers ont découvert une Jeep beige abandonnée près des toilettes d'un des parcs nationaux de la région montagneuse. Le véhicule appartenait à Ramona Faye, une femme qui se rendait au cœur du parc, à l'intérieur du territoire montagneux. La Jeep était garée proprement, les portes verrouillées, les vitres fermées. À l'intérieur, il n'y avait aucun signe de précipitation ou de lutte. Les clés avaient disparu, ce qui signifiait que Ramona les avait emportées avec elle, pensant qu'elle reviendrait à la voiture. À la mi-juillet, les montagnes bénéficient généralement d'un temps chaud et de longues heures d'ensoleillement, ce qui en fait le moment idéal pour faire de la randonnée et explorer les sentiers. À 17h, il fait encore assez clair et il reste plusieurs heures avant le crépuscule. Le fait que la Jeep ait été retrouvée à ce moment précis indique que Ramona avait probablement commencé sa randonnée plus tôt dans la journée et prévoyait de revenir dans la soirée. Lorsque la voiture était toujours au même endroit le lendemain et que Ramona n'était pas revenue, les gardes forestiers ont lancé une opération de recherche et de sauvetage. Des dizaines de chercheurs et de chiens ont été mobilisés et des hélicoptères ont été utilisés pour surveiller les pentes des montagnes et les canyons depuis les airs. Les recherches ont été approfondies. Chaque ravin, chaque parcelle de sous-bois dense, chaque groupe d'arbres devenait un lieu potentiel où se trouvait la personne disparue. Le terrain montagneux présente des défis particuliers pour les opérations de recherche. Les changements d'altitude créent donc de nombreuses zones cachées. Crevasses entre les rochers, ravins et pentes envahies par la végétation où une personne peut tomber ou se cacher. À certaines altitudes, la végétation dense cache le sol à la surveillance aérienne. Les ruisseaux et les petites cascades créent un bruit qui couvre les cris. Le temps peut changer rapidement, apportant du brouillard, de la pluie ou même de la neige dans les zones élevées. Malgré l'intensité des recherches, aucune trace de Ramona n'a été trouvée. Aucun vêtement, aucun équipement qu'elle aurait pu avoir avec elle, aucune trace sur les sentiers, aucun signe indiquant où elle aurait pu aller depuis le parking. Les chiens de recherche n'ont pas détecté d'odeur cohérente. Ils ont montré de l'intérêt dans certaines directions à partir du SUV, mais aucune n'a conduit à une découverte spécifique. L'absence de traces était totale et déroutante. Habituellement, même si une personne se perd et meurt dans un endroit isolé, tôt ou tard, on trouve des indices. Un vêtement accroché à une branche, une empreinte de chaussure sur le sol humide près d'un ruisseau ou des effets personnels tombés d'un sac à dos. Dans le cas de Ramona Faye, il n'y avait rien. C'était comme si elle était sortie de la Jeep et s'était évaporée dans les airs,
ne laissant aucune preuve matérielle de sa présence dans le parc après 17 heures le 18 juillet. Les théories allaient de l'accident au crime. La chute dans un endroit difficile d'accès où son corps ne pouvait être retrouvé par les équipes de recherche restait l'explication la plus probable. Les montagnes regorgent de dangers cachés, rochers glissants près des ruisseaux, bords de falaises instables et crevasses recouvertes de végétation. Une personne pouvait tomber, se blesser et se retrouver dans un endroit que les sauveteurs ne pouvaient tout simplement pas atteindre ou voir. Une autre théorie envisageait la possibilité d'une rencontre avec quelqu'un dans le parc. Un conflit, un crime, la dissimulation d'un corps. Cependant, l'absence de témoins, de mobiles ou de preuves rendait cette théorie purement hypothétique. Le parc n'était pas complètement désert. D'autres visiteurs se trouvaient dans la région ce jour-là, mais personne n'a signalé de personnes ou d'incidents suspects. Le cas de Ramona Faye a été classé comme une disparition dans des circonstances obscures. Elle était officiellement portée disparue depuis le 18 juillet 1995. Les recherches actives ont été interrompues après plusieurs semaines de travail infructueux, mais l'affaire reste ouverte. Des vérifications supplémentaires sont effectuées périodiquement dans les zones reculées du parc, en particulier après la fonte des neiges ou des glissements de terrain qui peuvent exposer des zones auparavant cachées. La Jeep de couleur beige abandonnée près des toilettes est devenue le symbole de la disparition soudaine d'une personne, même dans un endroit relativement fréquenté. Ramona n'est pas partie pour une randonnée de plusieurs jours dans une nature sauvage et inaccessible, elle se rendait simplement au cœur du parc, probablement pour quelques heures. Sa voiture a été retrouvée moins d'un jour après le début supposé de sa randonnée. Les équipes de recherche sont arrivées rapidement et ont travaillé d'arrache-pied, mais elles n'ont rien trouvé. Un an plus tard, à l'automne 1996, une autre disparition allait se produire dans les mêmes chaînes de montagnes de l'État de Washington. Une disparition qui ne se terminerait pas par le silence de l'obscurité, mais par l'incertitude angoissante de restes humains éparpillés et de questions sans réponse. Le parc national du Mont Rainier n'est pas seulement une attraction touristique, c'est un volcan actif de 4392 mètres d'altitude, recouvert de 26 glaciers et entouré de forêts anciennes de sapins de Douglas, de cèdres rouges de l'Ouest et de pruches. Le parc s'étend sur plus de 95 000 hectares, où les zones climatiques vont des forêts pluviales, tempérées à basse altitude, à la toundrée arctique sur les pentes. Ici, le temps peut changer en quelques minutes. Un soleil radieux peut laisser place à un épais brouillard, à de la pluie ou à de la neige, même en été. En hiver, la neige recouvre Paradise, le point culminant accessible par la route, d'une couche pouvant atteindre 9 à 12 mètres. Le Paradise Inn, où travaillait Sheila Kearns, est situé à une altitude de 1600 mètres, dans la zone des prairies subalpines. Il s'agit d'un lodge historique, construit en 1916, un imposant bâtiment en bois, fait de cèdres et d'épicéas locaux, avec une immense cheminée en pierre dans le hall central. L'auberge fonctionne de manière saisonnière, généralement de mai à octobre, lorsque la route menant à Paradise est déneigée. En hiver, le bâtiment ferme, le personnel part et l'endroit est isolé sous une couche de neige. Sheila Kearns avait 43 ans à l'automne 1996. Elle connaissait bien le parc et les montagnes. Sheila travaillait au Paradise Inn en tant qu'employée saisonnière. Son poste exact n'est pas précisé dans les archives qui ont survécu, mais ces travailleurs sont généralement chargés du service à la clientèle, de l'entretien ménager, des tâches en cuisine ou de fonctions administratives. Le travail saisonnier dans les parcs nationaux attire un certain type de personnes, celles qui préfèrent passer des mois
dans les montagnes plutôt que de vivre en ville, qui sont prêtes à supporter l'isolement, les conditions météorologiques imprévisibles et le manque de nombreuses commodités pour être proche de la nature. La communauté des employés dans des endroits comme le Paradise Inn est très soudée. Elle se compose de plusieurs dizaines de personnes qui vivent et travaillent ensemble tout au long de la saison, souvent dans des dortoirs communs ou de petites cabanes à côté du bâtiment principal. Tout le monde se connaît, les routines quotidiennes sont prévisibles et l'absence d'une personne à sa place habituelle est rapidement remarquée. Pour Sheila, qui a probablement travaillé là pendant plus d'une saison, cet endroit n'était pas seulement un travail, mais faisait partie du rythme annuel de la vie. Octobre marque la fin de la saison à Paradise. Le flux de touristes diminue fortement. Le temps devient froid et imprévisible, et les premières chutes de neige importantes peuvent commencer à tout moment. Le personnel prépare le bâtiment pour l'hiver. Il coupe l'alimentation en eau, enlève les meubles, scelle les fenêtres et emporte le matériel. C'est une période très chargée, où tout le monde se dépêche de terminer son travail avant que la neige ne coupe la route. À un moment donné, en octobre 1996, Sheila a disparu. La date exacte n'est pas précisée dans les sources disponibles, ce qui est étrange en soi, car généralement, le moment du dernier contact est clairement enregistré. Peut-être que dans l'agitation de la fin de saison, son absence est passée inaperçue. Quelqu'un a peut-être pensé qu'elle était partie plus tôt ou qu'elle travaillait sur un autre site. Mais lorsqu'il est devenu évident que Sheila n'était pas là où elle était censée être et qu'elle ne donnait pas de nouvelles, sa disparition a été signalée. Les opérations de recherche et de sauvetage ont commencé à l'approche de l'hiver. Les gardes forestiers ont commencé à ratisser la zone autour de Paradise et à descendre les pentes vers Longmere, un autre centre d'infrastructure important du parc situé à une altitude de 843 mètres dans une zone forestière tempérée. Longmere est le centre administratif du parc ouvert toute l'année. Il abrite le quartier général des gardes forestiers, un musée, un terrain de camping et plusieurs bâtiments historiques. Entre Paradise et Longmere, il y a 10 km de route de montagne sinueuse, un dénivelé de 792 mètres et de nombreux sentiers menant dans la forêt et sur les pentes. Des chiens de recherche, des bénévoles et des gardes forestiers ont ratissé les sentiers, inspecté les bâtiments et fouillé les environs du Paradise Inn. Ils ont cherché tout indice pouvant indiquer où Sheila avait pu aller. Ses effets personnels, des vêtements, des empreintes de pas sur les sentiers. Les résultats ont été nuls. Personne ne l'avait vue après un certain moment. Personne ne savait si elle avait prévu d'aller quelque part ce jour-là, ni si elle avait une raison de quitter Paradise. Puis, l'hiver est arrivé. La neige a commencé à tomber en novembre et a continué pendant des mois. Paradise a été fermé au public et enseveli sous la neige, qui a atteint 10 à 12 mètres à la mi-hiver. La route a été fermée et l'auberge était restée vide sous la neige. Longmere était resté accessible, mais était également recouvert d'une épaisse couche de neige. Pour les enquêteurs et les gardes forestiers, cela signifiait l'arrêt complet des recherches physiques. Toutes les preuves qui auraient pu se trouver sur le terrain, empreintes digitales, taches de sang, vêtements, effets personnels, étaient ensevelies dessous la neige, inaccessibles jusqu'au printemps. Si Sheila était morte quelque part dans le parc en octobre, son corps se trouvait sous la neige. Le bureau du FBI de Seattle s'est joint à l'enquête. Il s'agissait d'une mesure inhabituelle, indiquant que l'affaire n'était pas traitée simplement comme un accident, mais comme un crime potentiel. Le FBI ne s'implique généralement pas dans les cas classiques de randonneurs disparus. Sa présence signifiait que les enquêteurs envisageaient la possibilité d'un enlèvement ou d'un meurtre. Le FBI et les gardes forestiers ont passé l'hiver à interroger des personnes, à analyser les derniers jours de Sheila, à vérifier ses contacts, ses éventuels conflits et ses problèmes de financiers ou personnels.
Ils ont envisagé la possibilité d'une disparition volontaire. Peut-être Sheila avait-elle décidé de partir et de commencer une nouvelle vie. Mais rien dans son comportement ne l'indiquait. Ils ont vérifié les hypothèses criminelles. Peut-être quelqu'un parmi les visiteurs du parc, d'autres employés ou des inconnus était-il impliqué. Il n'y avait aucune preuve. Le printemps est arrivé en mai 1997. La neige a commencé à fondre. En mai, 7 mois après la disparition de Sheila, ses restes ont été retrouvés près du camping de Longmere, à proximité d'un bâtiment public. Longmere n'est pas une région sauvage. C'est une zone aménagée du parc. Un camping, des toilettes, des bâtiments publics, un musée, le quartier général des gardes forestiers et des parkings. En été, des dizaines de personnes s'y rendent chaque jour. Le fait que les terrestres d'un Tom aient été retrouvés ici et non dans un ravin isolé était la première anomalie. Si Sheila avait disparu de Paradise, comment avait-elle fini à Longmere, à 750 mètres plus bas et à 18 km de là? Avait-elle marché jusqu'ici? Si oui, pourquoi personne ne l'avait vue? Si quelqu'un l'avait transportée, qui et pourquoi? Les restes étaient éparpillés. Les os n'étaient pas dans l'ordre anatomique, mais répartis sur plusieurs dizaines de mètres. Cela indiquait l'activité de charognards, des animaux qui avaient fait trouver le corps et en avaient emporté des morceaux. Les forêts du Régnier abritent des ours noirs, des coyotes, des ratons laveurs et des corbeaux. Le pathologiste qui a examiné les restes a dû faire face au problème de la reconstitution des événements. 7 mois dans la forêt de montagne, sous la neige, puis la fonte des neiges, l'exposition à l'eau et aux animaux. Tout cela a détruit la plupart des tissus mous. Les os présentaient des traces d'activité animale, des marques d'ondes de dents et des marques de rongement. La question était de savoir quand cela s'était produit. Les animaux étaient-ils simplement des charognards qui avaient trouvé le corps déjà mort? Ou l'attaque animale était-elle la cause du décès? Le pathologiste n'a pas pu déterminer de manière concluante si les marques sur les os étaient dans le résultat d'une alimentation post-mortem ou indiquaient une attaque alors que la personne était encore en vie. Il n'y avait aucun signe de meurtre par un être humain, aucune blessure par arme à feu ou arme blanche, aucune fracture du crâne due à des coups. Il n'y avait aucun signe de chute d'une grande hauteur, fractures multiples des os longs, fractures par compression de la colonne vertébrale. Conclusion officielle, cause du décès indéterminée. Les restes ont été identifiés comme appartenant à Sheila Cairns, disparue en octobre 1996. Les circonstances de sa mort ne sont pas claires. L'activité animale sur les restes a été confirmée, mais son rôle dans le décès n'a pas été déterminé. L'enquête a envisagé plusieurs possibilités, notamment un accident, une attaque animale et une intervention criminelle. La présence du FBI indiquait que la possibilité d'un acte criminel était sérieusement envisagée. Sheila a peut-être été victime d'un crime, son corps a été transporté à Longmere et caché dans un endroit où il serait resté sous la neige pendant des mois. Mais il n'y avait ni mobile, ni suspect, ni témoin, ni preuve matérielle. L'affaire resta ouverte, mais fut effectivement au point mort. La famille de Sheila reçut sa dépouille pour l'enterrer. Officiellement, personne disparue, retrouvée morte, circonstances du décès indéterminées. 7 mois sous la neige, exposée à l'eau, au froid et aux animaux. Ce qui aurait pu être une scène de crime évidente s'est transformé en un mystère insoluble. L'affaire Sheila Cairns a été ajoutée à la liste des disparitions dans les parcs nationaux, où la fin n'apporte pas de soulagement, mais encore plus de questions. 3 femmes, 15 ans, pas une seule réponse. Les affaires restent ouvertes, mais il n'y a aucune chance de découvrir la vérité. Les forêts de Washington et du mont Rainier gardent leurs secrets, et il semble qu'elles ne les se révéleront jamais. C'est tout pour le moment. Aimez cette vidéo si vous voulez découvrir d'autres affaires non résolues dans les parcs nationaux.
À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.